je rencontrais personne. Et j'étais accro au fait de jouer, quoi. J'étais accro au fait de jouer. Et à tous les gens qui écoutent, je vous conseille d'aller voir un documentaire d'Arte qui s'appelle Dopamine, qui parle de Tinder, entre autres. Il y a 7 épisodes, ça parle aussi d'Instagram, de Facebook et tout, sur comment ils vous rendent accro. Mais c'est important pour moi, ça ne concerne pas que les sites de rencontres. C'est le fléau du 21e siècle, selon moi. Il y a des géants du web à la Silicon Valley qui ont des chercheurs qui sont les plus brillants parce qu'ils ont l'argent pour les payer, qui calculent comment simplement vous rendre accro, quoi. C'est vraiment ça. Et ça a des impacts très négatifs sur la vie sociale, la vie en couple. Et donc voilà, et Abricot, on se bat contre ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer une application de rencontre détox, bienveillante, et qui n'a pas pour objectif de rendre accro les gens. Et la preuve ultime pour ça, c'est qu'on se rémunère uniquement à la satisfaction de nos users. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Du coup, merci beaucoup. Je fais la petite mise en scène d'avoir accepté ce podcast. Avec plaisir. Et donc, en fait, oui, je t'ai contacté. J'avais déjà pensé, mais je n'étais pas encore sûre parce qu'on va voir pourquoi c'est pas forcément lié à la sexualité Abricot. Mais Barthélémy m'a renvoyé un petit message. Donc, Barthélémy, ancien cofondateur, c'est ça, d'Abricot. Exactement. Un petit message en disant tu devrais peut-être interroger Abricot dans ton podcast, et je dis du coup ce sera avec toi ou pas. Il me fait non, je suis partie, donc avec Antoine, donc je t'ai contacté pour ça, et t'étais un peu réticent parce que tu peux pas être associé à une application déjà qui est qu'on a un nom qui est très sexuel pour beaucoup de personnes. Non mais oui, c'est un des problèmes des sites de rencontres, c'est tout le temps très très lié au monde du sexe, malheureusement. Enfin malheureusement non, oui, mais c'est qu'il y a des clichés, quoi. Du coup tu vas nous expliquer pourquoi et comment on évite ça. Et voilà, enfin je te laisse d'abord peut-être te présenter pourquoi. Donc t'as fait le master, le même master que moi, le MSIE, il y a quelques années avant, et comment l'idée d'Abricot est venue, et surtout qu'est-ce que c'est, quoi. Ok, donc je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans depuis un mois. J'ai donc cofondé Abricot avec un associé, un tech. Donc maintenant ça va faire 3 ans, et aussi à la base avec Barthélémy. Pourquoi j'ai fait d'abord le MSIE de l'ESCP, donc c'est un master entrepreneurial. Je pense que j'ai toujours eu un désir d'entreprendre. J'avais créé une première boîte de vodka, une marque de vodka quand j'avais 19 ans, qui a été un échec. Et, tout seul ? Avec une autre personne, enfin 2 autres personnes, et ça a été un échec, mais un échec hyper instructif. Et moi, j'ai continué mes études dans une autre école de commerce. J'avais toujours cette idée en tête, mais je n'étais pas très, très sûr de moi. J'ai fait une alternance, en gros, dans une des toutes premières startups de The Family, qui s'appelle Inch, qui est un logiciel pour les agences immobilières. Et j'étais à côté, je travaillais avec le patron, j'étais son bras droit, et il m'a passionné, ce mec. Ça va ?
Non, enfin, là, c'était Thibaut. Le patron de Hinge. Le patron de Hinge, ouais. Et il m'a passionné. Déjà, Thibaut m'a passionné. Et ensuite, il me faisait regarder des vidéos de, entre autres, d'Oussama. Et ça m'a encore plus passionné. Et je connaissais pas très, très bien le milieu de la tech. Je découvrais ça, quoi. Et puis, j'ai commencé à devenir fan de tout ça, de la tech, de The Family. Je regardais toutes les vidéos et tout. Et j'ai vraiment vu que j'avais une passion pour ça. Je voyais des mecs, en fait, et des nanas aussi, qui arrivaient à créer des projets avec, selon moi, 2 bouts de bois et un caillou, quoi. Et ça, je trouvais ça assez fou. Et j'ai voulu faire pareil. Mais je me sentais pas totalement prêt après mon alternance, donc j'ai fait le SCP. Ça a été incroyable. J'ai rencontré du coup là-bas Barthélémy, avec qui moi je suis arrivé un peu avec cette idée de lancer un site de rencontre. Pourquoi un site de rencontre? Là il faut revenir un peu dans mon adolescence, dans ce qui m'animait quand j'étais adolescent. C'était pas trop les cours, c'était plus j'ai pas honte de le dire, mais vraiment la séduction, quoi, la drague. J'étais assez fasciné par les femmes, et j'avais pas trop confiance en moi, genre vraiment pas du tout, et c'était un peu pour moi, je sais pas, une manière égoïstement de me prouver des choses, je pense, de voir si je pouvais avoir un impact, si je pouvais séduire. Bref, j'étais nul au début. Ok. Je fais un monologue, je suis désolé. Non, mais c'est le but, vas-y. J'étais nul au début, vraiment, et T'étais nul, là tu parles vraiment de ta période d'adolescence. Mais en fait j'avais plein de complexes, quoi. J'avais plein de complexes. Et j'en ai encore qui me suivent, mais à l'époque j'en avais beaucoup, quoi. J'avais des bagues, j'avais des boutons, je me trouvais pas beau. Comme beaucoup d'adolescents, quoi. Ouais, mais comme beaucoup d'adolescents, j'avais des complexes, quoi. Et certains les acceptent, sauf que moi je les acceptais pas du tout, quoi. J'étais fan de jeux vidéo, je jouais à World of Warcraft et tout. Et en fait, j'ai eu un shift, c'est le passage au lycée, quoi. Ok. Je sais pas pourquoi, et j'ai décidé de quitter RIP et égoïstement, encore une fois, mes copains de l'époque collège qui étaient comme moi, quoi, donc des geeks, etc. Je décidais d'opter pour une carrière de lover. Je sais pas, de lover, pas forcément, ok. parce que on pourra en parler plus tard, mais malheureusement on nous apprend que le connard a plus de succès que le gentil, quoi. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Et moi je me suis dit vas-y, faisons comme ça, donc tant que ça marche. Et non, plutôt pour le petit con du collège, quoi, le petit con du lycée, en l'occurrence, le mec qui le branleur qui je sais pas comment dire, quoi, voilà, j'ai voulu devenir un peu ce mec populaire du lycée, et en fait je suis devenu j'ai tellement je me suis mis à côtoyer énormément de femmes, enfin plutôt de jeunes femmes à l'époque, et puis en fait j'ai découvert que c'est un peu bizarre de dire ça parce que je fais une autocritique, mais j'étais bon, quoi. J'arrivais très bien à m'entendre avec les femmes, peut-être parce que j'ai été éduqué que par des femmes, et en fait voilà, je suis devenu petit à petit le mec à qui on demandait des conseils. Ah, donc t'étais autant le connard entre guillemets qui avait plein d'aventures que le confident des mecs. Le confident des mecs. Ouais, les mecs venaient me voir et me disaient ok, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, et c'est là où on va arriver un peu dans le site de rencontre internet. Moi j'ai connu une révolution, mais toi aussi, mais en tout cas moi c'était au lycée, enfin collège, c'était l'arrivée de Facebook. Ouais, collège. Ouais, collège, et mais lycée pour nous ça devenait vraiment un outil. Bien sûr. Un outil, et en fait moi j'ai une particularité, c'est que j'ai grandi à la campagne, et j'étais pas, dès que les cours étaient terminés, je devais rentrer à la campagne chez mes parents, et je pouvais pas, moi, faire ces fameux trucs de prendre un café le samedi après-midi parce que j'étais trop loin. Je pouvais pas rester après les cours, c'était assez strict chez moi, et j'ai développé donc des compétences parce que j'étais vraiment animé par le fait d'avoir des relations sociales. C'était un truc à la fois avec des garçons, devenir ami, et à la fois avec des filles, séduire. Ça se résumait à ça. Et je me suis servi de l'instrument qu'on me proposait, c'était Facebook, et qui est quand même le premier site de rencontre au monde, Enfin, pendant très longtemps, ça a été le premier site de rencontre, et je me suis mis concrètement à draguer sur Facebook, quoi. Mais des filles que je connaissais, mais c'était mon contact, c'était ma manière de... Et donc j'ai eu ça qui était imprimé en moi, et d'ailleurs ce qui fait que je suis un très très mauvais séducteur dans un bar, moi, aujourd'hui. Okay. Mais j'étais et ensuite là je repousse quelques années plus tard, Tinder est arrivé, j'étais à Paris, je suis né à Toulouse, mon adolescence est passée à Toulouse,
Et Tinder est arrivé quand j'étais en deuxième année, j'avais 20 ans, un truc comme ça. Ouais, ok, ça doit être ça. Je sais plus Ouais, c'était ça. Et ça a été une révolution pour moi. Une révolution, quoi. Un truc de fou. Et je pense que je dois à Tinder, en tout cas à Internet, 90% de mes conquêtes, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot. Mais donc, ce qui fait que... donc voilà, pour faire un petit récap... tu prends mon désir de séduire, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que j'aime aussi séduire les hommes. L'aboutissement est pas le même, mais j'aime aussi séduire les hommes. Mon amour pour Internet, et ensuite ma carrière entrepreneuriale dans Internet, ça fait abricot, quoi, finalement. Ouais, t'as mélangé tout ça, toutes ces expériences, ce recul, quoi. Ouais, quand je suis arrivé à l'ESCP, je me suis pas dit, je veux lancer un site de rencontre. C'est venu naturellement. À quel moment tu t'es dit, du coup, moi, je veux lancer un site de rencontre qui est, du coup, pour expliquer un peu mieux la différence d'Abricot par rapport aux autres apps, c'est que vous êtes focus sur la rencontre de l'amour, pas d'un plan d'un soir ou d'un plan cul. Ok, donc là, je vais le switch. Je vais te répondre en 2 points. Donc, premier point, c'est que même si j'ai pu être un connard dans mon adolescence et ça m'a suivi encore un peu après, j'ai été éduqué par des parents qui m'ont appris l'amour. Mais vraiment, et j'ai toujours été un fan absolu des bouquins qui parlent d'amour ou des chansons qui parlent d'amour, même si Jacques Brel. Pour la musique. Jacques Brel, il a une capacité de parler d'amour, de tragédie, mais parce que l'amour, c'est la tragédie, c'est aussi le plaisir, le bonheur, j'ai toujours vraiment été fan de ça, et je suis pas un vrai méchant, je suis pas un vrai connard, et je pense que surtout je suis un amoureux de l'amour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que mon expérience de Tinder a très très bien commencé, mais a très très mal terminé, et c'est ce qui m'a donné envie de créer Abricot. Donc pourquoi elle a mal terminé? C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui le comprennent pas, et c'est d'ailleurs un combat que je mène tous les jours. Tinder, c'est un outil incroyable d'amusement. Ok, tu te connectes, t'as des profils à swiper, c'est une machine à sous. Ouais, j'ai vu que tu faisais cette comparaison. Mais c'est vraiment une machine à sous. Mais n'ayant pas beaucoup d'expérience ni de l'un ni de l'autre, j'ai du mal à voir... on va essayer de vulgariser. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont très forts Tinder pour cacher ce truc-là. Mais en gros... Ok, je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Ok. Tinder, quelle est leur promesse ? Ou Tinder ou Bumble d'ailleurs, parce que c'est le même mécanisme, mais qu'est-ce qu'ils promettent? Pour quelles raisons tu vas t'inscrire sur ces sites de rencontres? Rencontrer quelqu'un pour du plaisir, mais après... Non, juste rencontrer quelqu'un. Ça, c'est vraiment la base. Le côté plaisir est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire de Tinder. À la base, c'est vraiment la promesse, c'est faire des rencontres facilement. Et rencontrer n'importe qui. Ça, c'est quand même une grosse évolution des sites de rencontres, c'est qu'ils nous permettent de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. À l'époque de nos parents, ils rencontraient que les gens de leur milieu social, de leur école. Tinder, ça permet, et ça c'est une énorme avancée, et je le critiquerai jamais, de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement. Très bien. Mais leur promesse de base, c'est faire des rencontres. Comment ils gagnent de l'argent? Par les abonnements freemium. Ok, abonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ils gagnent de l'argent, enfin plus tu restes, plus ils gagnent de l'argent, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que ils gagnent pas de l'argent à la réalisation de la rencontre. Imagine 2 secondes une agence immobilière qui gagne de l'argent non pas au succès de la trouvaille, le nombre de visites, mais au temps de recherche. Au temps de recherche, ouais. Ou au nombre de visites, mais au temps de recherche. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est vrai. Dès que tu te déconnectes de Tinder pour aller faire une rencontre, ils ne gagnent plus d'argent. Ils gagnent de l'argent uniquement tant que tu es connecté. Ah bon, c'est pas au mois? Il y a 2 manières en fait. Il y a soit c'est un modèle freemium, donc ça veut dire que tu as un usage gratuit pour une majorité des gens, ou tu as un usage limité. Ouais, ça oui. Et là, c'est des pubs qui rémunèrent. Oui, donc du coup, c'est au nombre de swipe, au nombre de temps de connexion. Voilà, donc au temps sur lesquels tu es exposé à ça. Exactement. Okay. Donc ils ont pour intérêt, donc si tu réfléchis un peu, l'objectif c'est de gagner de l'argent, donc Et le deuxième truc, c'est qu'il y a une partie des gens qui vont shifter vers un modèle payant pour arrêter de limiter leur usage, pour avoir swipe illimité, un boost par mois, super like, la totale. Et là, c'est aussi au temps de connexion, parce que ils veulent que tu restes connecté le plus longtemps possible. En tout cas, que tu tombes pas amoureux. Ok, maintenant je le vois mieux comme ça, d'accord. Ok. Et du coup? Eh ben, c'est un site de rencontre. C'est-à-dire que c'est pas aligné, quoi. Leur promesse, c'est te garder captif. Mais ce qu'ils te promettent en communication,
c'est des rencontres. Et c'est encore plus vrai, plus marquant quand c'est des sites comme Mythique qui promettent l'amour, mais qui derrière n'ont aucun intérêt financier à ce que tu tombes amoureux. Sinon, ils gagnent plus d'argent. C'est encore plus vrai quand c'est Bumble, qui aussi promet de plus belles rencontres, de trouver l'amour, parce qu'ils ont le même modèle. Et ça, moi, je trouve que c'est un... J'avoue, la différence Tinder et Bumble, je l'ai pas vraiment. Bumble, bah, pour le coup, c'est le même usage, mais c'est un marketing différent. Oui, c'est juste ça, en fait. C'est exactement ça. Okay, c'est un copycat, mais avec un marketing différent. Okay. Papa t'appelle, papa plus tard. Ça, plus tard, j'ai pas coupé mon... Pas de souci. Donc c'est ça qui est quand même important. Et en fait, et aujourd'hui, il faut bien comprendre que Tinder, c'est $1 milliard, $1 milliard par an de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Pour arriver à maximiser leurs revenus, ils doivent maximiser le temps que tu passes sur leur site, sur l'application. Et pour faire cela, ils mettent en place des mécanismes d'addiction qui sont inspirés des jeux d'argent et des machines à sous. Okay. Et il y a, et je termine avec ça, mais c'est hyper important. Le mécanisme principal qui est mis en place par Tinder et par les autres, parce que tout le monde a copié Tinder, c'est la récompense aléatoire. La récompense aléatoire, c'est quoi ? C'est un mec dans les années 1950 qui a fait une expérience. Il a mis 2 pigeons dans 2 salles différentes et face à chaque pigeon, il y avait une boîte avec un gros bouton. Okay, donc, dans un pigeon, dès qu'il appuie sur le bouton, il y avait une petite graine qui tombait. Très bien. L'autre pigeon, c'était aléatoire. C'est-à-dire que une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5, qu'il appuyait sur le bouton, il allait avoir sa graine. Résultat, au bout de quelques semaines ou quelques mois, le pigeon qui était face à la boîte aléatoire est devenu obèse et est mort. Et l'autre pigeon, il avait un usage qui était totalement naturel. Selon ses besoins. Ouais. C'est un peu comme si à chaque fois, quand tu vas dans ton frigo, chaque fois que tu l'ouvres, il y a un produit différent dedans. Tu vas avoir envie de l'ouvrir en permanence, tu vois. Mais Tinder, c'est exactement le même truc. Okay. C'est-à-dire que ils vont... leur algo de matchmaking entre les personnes, il est totalement calculé pour au début te donner de la récompense qui va activer ton circuit de récompense, donc de la dopamine, donc du plaisir, qui crée de l'addiction d'ailleurs. C'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour tout. Toutes les addictions, c'est la dopamine. Et au début, quand tu te connais sur Tinder, au début tu as des matchs, ça va pas arrêter. Et puis au bout d'un moment, ça va se raréfier de plus en plus. Et puis là, tu vas commencer à devenir accro parce que tu veux avoir ta récompense. Et soit tu vas avoir un usage qui est quotidien, impulsif, ou alors tu vas décider de payer. Et à la fin, ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment hyper graves, quoi. Vraiment. Ça peut te lobotomiser le cerveau. Faut vraiment être conscient de ça. Donc moi, c'est ce que j'accuse. C'est l'addiction. L'addiction qui est employée aujourd'hui par toutes les apps de rencontres. Parce que Tinder a eu un succès phénoménal. Bumble, Happen, tous y sont arrivés, ils ont copié le même modèle. Parce que c'est un moyen finalement très facile d'aller faire de l'argent. Je jette pas la pierre. Je dis juste qu'il y a un moment où il faut être hyper aligné. C'est soit tu dis à tes utilisateurs vraiment, écoute, moi je suis une machine à sous, j'ai envie de... Enfin, je suis un jeu, moi. Tu vas devenir accro à mon truc et tu le dis. Et si t'as de la chance et si en plus tu rencontres quelqu'un de bien, tant mieux. Mais exactement, voilà. C'est comme les machines à sous, il y a toujours des gagnants, mais bien sinon, il en faut des gagnants, mais ils sont une minorité. C'est pareil pour Tinder. Il faut bien beaucoup de gens qui mettent des sous dedans pour qu'il y ait un gagnant. On connaît tous une personne qui est en couple avec quelqu'un sur Tinder, mais on connaît encore plus de personnes qui sont sur Tinder qui sont déçues. Moi, c'est ce que j'accuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, il y a 65% des gens qui vont sur un site de rencontre en espérant trouver l'amour. Et bien ces gens-là, dont j'ai fait partie, on nous ment, quoi. Enfin, ça fait un peu complotiste. À quel moment, du coup, tu t'es rendu compte de ce complot, quoi, presque? Au bout de 2 ans, quand je me suis rendu compte, j'ai écrit un article là-dessus, la valse à 1000 swipes. Jacques Brel, la valse à 1000 temps. Ah, j'ai pas vu ça. C'est pas grave, qui a inspiré ma création d'Abricot. Et en gros, moi, après 2 ans de Tinder, à la fin, au début, c'est trop cool. À la fin, je passais sur ce canapé-là que tu vois, le soir, je swipais, je parlais à plein de nanas, c'était incroyable, enfin c'était une apparence, mais au final j'étais seul dans mon canapé, je rencontrais personne, j'étais accro au fait de jouer, quoi. Et tous les gens qui écoutent, je vous conseille d'aller voir un documentaire d'Arte qui s'appelle Dopamine, qui parle de Tinder entre autres. Il y a 7 épisodes, ça parle aussi d'Instagram, de Facebook et tout, sur comment ils vous rendent accro. Mais c'est important pour moi, ça concerne pas que les sites de rencontres, c'est le fléau du 21e siècle selon moi. Il y a des géants du web à la Silicon Valley qui ont des chercheurs qui sont les plus brillants parce qu'ils ont l'argent pour les payer, qui calculent comment simplement vous rendre accro, quoi. C'est vraiment ça. Et ça a des impacts très négatifs sur
la vie sociale, la vie en couple. Ouais, et ça, il l'applique sur plein d'aspects de notre vie quotidienne, quoi. Donc là, on parle des... Instagram, je suis sûr que tu te connectes 10 fois par jour minimum. Surtout depuis que je suis censée l'utiliser vraiment pour lancer le podcast ou la boutique, c'est encore pire qu'avant et ça bouffe Mais la journée. C'est très dangereux. Et d'ailleurs, tous les ponts de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'être sur les réseaux sociaux. Donc ça en dit long quand même. Ça, j'avais entendu, ouais. Et donc voilà, et Abricot, je termine avec ça, on se bat contre ça. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer une application de rencontre détox, bienveillante. Ouais. D'accord. Et qui n'a pas pour objectif de rendre accro les gens. Et la preuve ultime pour ça, c'est qu'on se rémunère uniquement à la satisfaction de nos users. Donc nous... C'est ça que j'étais pas très clair pour moi, parce que du coup, je n'ai pas utilisé Abricot parce que je voulais pas non plus l'utiliser pour pas aller jusqu'au bout du truc. Le process, il a l'air assez clair. Enfin, j'ai vu toute la description, etc. Ouais. Je poserai la question plus précisément de qui sont vos premiers utilisateurs, plutôt utilisatrices, etc. Comment vous faites le tri, la modération, tout ça. Mais en gros, vous vous rémunérez, là, sur la question de la rémunération, sur la rencontre ou sur la satisfaction? C'est comment tu fais la différence, satisfaction. en fait? Mais comment tu l'as... Nous, on sait quand les gens se rencontrent, on les force pas à payer quand ils ont une rencontre. Ouais. En revanche, si ils ont envie, ils payent à n'importe quel moment de l'expérience. Mais c'est pay as you want. D'accord. Voilà, Okay. c'est totalement... Comment tu fabriques un business model sur quelque chose qui est aléatoire? Écoute, je suis peut-être un idéaliste, je sais pas. En ce moment, je suis en train de lire le bouquin Delivering Happiness du mec qui a fondé Zappos. Et je sais que c'est pas... j'ai pas une approche qui est... financière du truc, quoi. C'est-à-dire que moi, mon métier aujourd'hui, il est simple, c'est d'essayer de rendre des gens heureux. Ça peut paraître hyper naïf, mais c'est vraiment ça. Et je suis persuadé que si tu arrives à le faire, les gens ils te rewardent. J'en ai aucun doute. Et on prouve d'ailleurs en ce moment, hein, c'est-à-dire que les gens le font, quoi. Et ça passe vraiment d'une petite contribution à quelque chose de plus gros. Ça dépend des moyens des gens. Ça dépend bien entendu, nous on travaille sur le fait de essayer de maximiser les revenus. En fait, nous notre travail il est simple. On travaille toute la journée pour un truc. C'est essayer de, comme on dit dans le jargon startup, faire l'effet waouh. Ouais. Donc essayer à différents moments de l'expérience de rendre les gens heureux. Genre qu'ils se disent waouh, c'est cool. C'est notre travail tous les jours. Okay, et on a mis en place, nous, en parallèle, un système de monétisation où dès que tu as un effet waouh, on te propose de nous laisser de l'argent. Ok. Mais rien n'est obligatoire. Et moi, je suis persuadé que c'est un modèle qui et d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui sont en train de le prouver. Hein. Mais moi, ça me plaît encore plus que les gens me prennent pour un fou parce que je me dis, au moins, je me suis pas lancé en retard. Au moins, j'ai une pensée qui est en gros je me dis si tout le monde me disait quand je parle d'Abricot me disait ah ouais non mais j'aurais fait pareil, mais je me dis ah merde, ça veut dire qu'il y a un problème, tu vois. Ça... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais au contraire, parfois on dit que c'est bien qu'il y ait des concurrents parce que ça veut dire que le marché a été validé. Toi, le marché a été validé d'une autre manière. Ouais. Mais tu le fais d'une manière complètement différente. 80% des utilisateurs de sites de rencontres sont insatisfaits. Pour le service client, pour quand tu veux désabonner, ils te désabonnent pas. Pour plein de trucs qui sont un peu opaques. Et moi, je l'ai vécu, tu vois. Les sites de rencontres aujourd'hui, ils se servent de la crédulité des gens pour faire du fric, grosso modo. Hein. Mais pas que, mais ouais, ok. Moi, je veux shifter de modèle. C'est hyper compliqué ce qu'on essaye de faire. Hein. Je dis pas qu'on va réussir. Mais c'est juste comment tu arrives à compte. Parce qu'après, j'avais des questions sur, par exemple, vraiment plus concrètes, genre comment tu t'es financé pour développer une appli, etc. Mais comment tu peux te projeter financièrement, faire ce fameux physique qu'on a appris pendant le master, cette modélisation financière, sans savoir... Bon, maintenant, j'imagine que t'as des chiffres, t'as un panier moyen enfin, pas un panier moyen, mais en général, ouais, je peux te répondre d'ailleurs. Mais avant, au début, quand tu t'es lancé, tu pouvais pas savoir. Donc... Non, mais c'est de la folie, hein. Mais non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis pas trop. Je peux avoir une tendance rationnelle, mais globalement, je suis pas trop rationnel. C'est-à-dire que le fait de créer un site de rencontre qui a pour objectif de se rémunérer à la satisfaction des gens et d'essayer, parce que aussi ce qu'on essaye de faire, on l'a pas dit, mais nous chez Abricot, en gros, il y a pas de swipe, ok, donc on t'envoie tous les jours quelques profils sur mesure, donc on a un peu calculé quels sont tes goûts, etc. On t'envoie des profils qui sont censés te plaire. S'il y a un match, il
Il n'y a pas de chat room qui s'ouvre, il n'y a pas de discussion. On organise directement la rencontre. Rien que ça, c'est un peu fou, hein, parce que les gens sont pas habitués à ça. Et puis nous, on arrive au bout. Et si t'es content de la rencontre, les gens nous laissent de l'argent. Mais bien sûr que non, c'est pas sain d'esprit de faire ça, tu vois. Mais de toute façon, vous vous décrivez comme tel, comme un entremetteur. Donc c'est ça, il n'y a pas de chat avant, il n'y a pas de passage de message. Mais c'est totalement contre-intuitif, c'est contre la pensée dominante, contre les usages dominants. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux, on est 10 dans la team à y croire, comme des fous. Et puis là, les chiffres qu'on est en train d'avoir sont en train de prouver qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Enfin, que vraiment on est sur la bonne voie. Donc, moi, j'ai juste l'impression de planter des graines sur des terres brûlées, là, en fait. Et j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué, au fond. Que ça a l'air de prendre, quoi. Ouais, mais exactement. On a une croissance qui est formidable. Parce que là, ça fait une master. Ça fait 3 ans. Après, on a eu une période très compliquée de 1 an quand on s'est séparé justement de Bart. On a mis un peu en stand-by beaucoup de trucs. On a perdu vraiment beaucoup de temps. Ensuite, on a réussi à faire une levée. Et là, ça fait 6 mois. Même le Covid nous a un peu perturbés. Là, on sort, là, d'ailleurs, dans 2-3 semaines, la nouvelle application d'Abricot, donc vraiment tout est retravaillé et ça va être incroyable. Et en fait, si tu veux, moi je considère que les 3 dernières années que j'ai passées, c'est des années laboratoire. Okay. On a testé 10 000 trucs, on a eu 10 000 échecs, et aujourd'hui on commence à... Puis en plus j'ai 27 ans, mon associé en a 1 an de moins, du coup on est des newbies quoi, vraiment, mais on apprend sur le tas, mais notre grosse force vraiment c'est qu'on est des passionnés et des résilients quoi, des persévérants. Ok, donc vas-y pour résumer vraiment... Comment fonctionne Abricot si ça ne change pas d'ici 3 semaines? Ça changera pas. Tu t'inscris. D'abord, on a une phase qui s'appelle l'interview, donc un peu comme tu me fais en ce moment, mais beaucoup moins long et pas par audio, je vous rassure. Mais vraiment en direct avec quelqu'un de... Non, c'est un formulaire, on pose des questions, tout est bien réfléchi, ça dure... Tu choisis un peu le temps que tu y mets, tu peux vraiment y passer une demi-heure si tu veux, mais si tu as envie de passer 5 minutes, tu fais 5 minutes. Donc d'abord, c'est une phase où, si tu veux, on va apprendre à te connaître, mais vraiment, on a envie de savoir qui t'es, quoi. Et ce qui t'anime dans la vie, ce que tu kiffes. On va vraiment s'intéresser à toi, quoi. Ça dure, voilà, c'est sur l'app, ça dure 5-10 minutes, 20 minutes si t'as envie que ce soit long. Et après, on rentre dans la phase de la cueillette. Donc là, c'est-à-dire que régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, on va t'envoyer des profils uniquement si on pense qu'ils te correspondent. Donc ce sera maximum 5 profils par jour. Ok, des profils très complets, hein, très complets. Et alors attends, ça c'est pour hommes comme pour femmes. Hommes comme pour femmes. Peu importe la particularité, c'est que les femmes vont recevoir uniquement des profils d'hommes qui ont déjà dit oui à leur profil. D'accord, ok. Ouais. Et donc c'est des profils très complets déjà. Hein. C'est pas. Pourquoi cette particularité-là? Parce que y a une phrase qui est absolument horrible, mais que tous les fondateurs de sites de rencontres peuvent dire, c'est que dans les sites de rencontres, les femmes, c'est le nerf de la guerre. Il y en a moins que les hommes. Ouais, sur Tinder, t'as 25% de femmes. Et nous, face à ce constat, il y a quoi Adopte un mec, je crois, qui est à 40 ou 50. Et que qui? Adopte un mec. Adopte un mec, ok. Et face à ce constat, on s'est dit, ok, comment mettre... en fait, vraiment, les femmes ont un peu plus d'a priori sur les sites de rencontres, semble-t-il. Ont un peu plus de crainte. Et donc, on s'est dit comment maximiser l'expérience côté femme pour qu'elles aient envie de venir, en fait. Nous, c'est un des trucs, c'est qu'on minimise au maximum, c'est bizarre cette phrase, les moments de déception qu'elles peuvent avoir. Ok. Pour te la faire simple, c'est que en gros, les hommes peuvent être plus endurants, quoi. Sur Tinder, ils sont habitués à se prendre des bâches. Et les femmes ont peut-être moins habituées à se prendre des bâches, parce qu'après, on entreprend moins aussi. Donc exactement. En tout cas, de plus en plus, mais toujours un peu moins. Résultat, on a 55% de femmes. Ça devient problématique, d'ailleurs. Ah, d'accord, la parité. Ouais, ça devient problématique. Ok, donc alors, l'interview, la cueillette avec... Et ensuite, quand il y a un match... Ok. Grosse différence, pas de chat qui s'ouvre. D'abord, en gros, le mec va proposer pro activités. Alors ça, mesdames, je vous prie okay. Ça va peut-être changer, ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on va laisser... peut-être qu'on va permettre aux femmes de elles-mêmes proposer, en fait. Ah oui, okay. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. L'homme propose 3 types d'activités. Musée, allons voir telle expo, allons dans tel resto, voilà. Et 3 dates de rencontre. La nana, elle arrive, elle choisit. Ok. Telle activité, tel jour. Et juste, qu'est-ce que tu vois du profil de l'un ou de l'autre
Plein de trucs. Ça dépend ce C'est que la vraiment- personne veut laisser, veut accepter de montrer. Mais en gros, t'as au minimum 3 photos et t'as au minimum 3 questions ouvertes répondues. Et les questions ouvertes, c'est par exemple, et tu vas me répondre, si tu pouvais dîner avec une personne, qu'elle soit vivante ou morte, tu choisirais qui et pourquoi? Ah, là, comme ça, j'ai une réponse hyper bateau, je crois. Vas-y, ta grand-mère. Non, mais non, tu m'as dit une personne vivante ou morte. Et maintenant, C'est c'est pas qui moi tu qui veux. vais En fait, mourir. en gros, ça veut Là, dire- pour ce soir. Tu choisis qui tu veux. Et là, et Ouais, surtout mais ce là, qu'il y a- du coup, j'ai envie de prendre quelqu'un qui est mort pour que ce soit un peu Bah, plus... vas-y, alors. Jim Morrison. J'adore. C'est mon rêve Je suis un d'ado. fan absolu des Doors. Mais vraiment. Ce serait j'ai- Jim Morrison, je pense. J'ai écouté ça toute mon adolescence, Voilà. quoi. Je suis un fan absolu. Ben, mort à 27 ans, très très bien. Ouais. C'est Je suis ça. entièrement d'accord. Bon, voilà. Et après, t'expliquerai pourquoi. Bon, on a des questions un peu comme ça, marrantes. Ok. Il y a pas que celle-là. Il y a, bref, il y a plein de questions. Et donc, il doit y avoir 3 minimum. Et après, t'as, si la personne le veut, elle connecte son compte Instagram et tu peux regarder son compte Insta, quoi. Et ça, c'est un peu les infos que t'as. Ce qu'on est en train de développer aussi pour les nanas, c'est une fonctionnalité de dire, bah écoute, j'hésite, il me plaît, mais je sais pas trop. Et elle pourrait lui demander à l'homme des trucs en plus, tu vois. Genre, D'accord. Ok. bon après, donc voilà, une fois que la date et le lieu sont choisis, on échange les numéros la veille de la rencontre. Ouais, ça, ok. C'est Pas genre- d'échange avant, et puis les gens se rencontrent, et puis après, 48 heures après la rencontre, on vient vers eux pour savoir comment ça s'est passé. Des Parce deux que- côtés, évidemment. Voilà. Est-ce que tu as envie de le revoir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On le montrera pas, etc. Et en moyenne, il y a combien de rendez-vous? 65. Alors, déjà, une stat hyper importante. 65% des rencontres qu'on organise, ils veulent se revoir une deuxième Ouais, fois. ça, oui. Ça, c'est hyper important parce qu'on en est très, très fiers. Et aujourd'hui, en ce moment, on organise entre, là, post-coronavirus, mois de juin, on était en moyenne à 70-80 rencontres par jour. Ok. Non, mais après, je pensais à un utilisateur, une utilisatrice. Il va rencontrer combien de personnes? Ah, ça dépend de ouf. Ouais, il n'y a pas de norme. Il y a du tout. il y a les serial daters et dateuses. Il y en a qui vont en faire 15. Avec la même personne ou de personnes différentes? Personnes différentes, souvent. Parce qu'avec s'il y a un deuxième rendez-vous avec Ça, la même on est- personne, vous aujourd'hui, on n'êtes n'est plus pas dans encore- l'appli. Ouais, on n'est pas au courant encore. D'accord. Mais on va le devenir, on espère. Bien sûr. Mais non, en fait, on a des vraiment, il y a des usages différents, quoi. Donc en moyenne, c'est 3, 4. Ok. Bah, ça va. Ouais. Ça évite de. Justement, ça répond un peu à ce que fait Tinder. Enfin, à l'inverse, justement, c'est qu'on n'enchaîne pas 15 milliards de C'est l'idée. profils et ni C'est de l'idée. rencontres. Et nous, l'objectif, voilà, c'est la promesse, c'est un peu que tu sois en couple, que tu aies une rencontre au bout d'une semaine après ton inscription, et que tu sois en couple au bout de ta deuxième ou troisième rencontre. C'est l'objectif. Ok. Et c'est ce qui m'est arrivé en plus. C'est que moi, je me suis inscrit sur Abrico. Ah oui, ça, j'avais vu que tu et avais rencontré. je me suis mis en ouais. couple au bout de ma 4e rencontre. D'accord. Voilà. Mais justement, je voulais te poser la question après, c'est que bon, tu m'as quand même bien expliqué l'histoire de comment est venue l'idée, mais justement, est-ce que tu t'es posé la question de, moi je passe sur la deuxième partie de mes questions, mais de ta légitimité à entreprendre, tu vois, dans ce milieu des rencontres, parce que justement, tu avais mal vécu les autres applications. Tu t'es jamais dit, justement, on va me le renvoyer en pleine balle. Moi, j'ai pas encore rencontré l'amour, donc tu as utilisé l'application exprès ou... Alors Ou non, pas pas du tout. Alors que je sois en couple avec une personne d'Abrico ou non, c'est pas ça qui aurait impacté ma légitimité, selon moi. Je me suis pas senti plus légitime le jour où je me suis mis en couple avec une personne d'Abrico, enfin que j'ai rencontré sur Abrico. Je me suis mis avec elle parce que juste on est tombé amoureux, quoi. Et mais après Ah, ça, bien sûr, mais je me dire, est-ce que tu te sentais peut-être obligé d'utiliser aussi Abrico? Ben non, au contraire, je me sentais pas légitime à l'utiliser, quoi. J'avais très peur de l'utiliser dans ma première et mes 2 premières années parce que je me disais les gens vont se dire ouais, il se sert bien sûr qu'il s'avantage, Il connaît il les se met rouages. il se met en haut du panier, j'avais un peu peur au contraire. Ok, d'accord. Mais au bout d'un moment, je me suis dit allez, fuck, je le fais, quoi. Et Et sur ça a marché. Bah ouais. Après, Tant pour la mieux. légitimité d'entreprendre, ça c'est un sujet différent, quoi. Oui, c'est pour ça que ça se mélangeait. Mais en fait, je voulais juste revenir sur ça parce que tu en as parlé. Mais enfin, quand tu dis. Enfin, je vais rester sur la légitimité et aussi un peu revenir sur le financement. Tu dis que vous avez fait une levée récemment. Ouais.
Il n'y a pas de sujet tabou. Hein, comment... Non, mais il faut que je formule bien mes questions. Vas-y. Comment tu arrives à convaincre des investisseurs, justement, en n'ayant pas de business... Enfin, si, tu en as un business model, mais il est hyper nouveau et surtout assez fou pour la plupart des investisseurs, j'imagine. Ouais. Et aussi de ta légitimité à entreprendre là-dedans. Enfin, c'est lié. Ah bah c'est une vraie bonne question, ça. Premièrement, comment tu convaincs des investisseurs? Bon, déjà, j'ai eu beaucoup de mal. Et sur quoi je les ai convaincus? C'est sur une vision. Parce que le business model que j'ai aujourd'hui, c'est pas celui auquel je pense dans 2 ans, dans 3 ans. J'ai une vision très très précise de comment je veux que soit Abricot dans 5 ans. Donc je te l'explique rapidement. Aujourd'hui, on est en effet sur un modèle qui est un peu qui fait peur, quoi. Mais moi, mon objectif à terme, c'est donc de créer un produit de rencontre qui soit ultra efficace, ok, qui mette les gens en couple rapidement. Et après, moi, j'ai deux business models sur lesquels j'aimerais un jour aller. Le premier, c'est il y a un truc qui est inhérent aux apps de rencontre et quoi que tu fasses avec ton produit, ce sera toujours pareil. C'est qu'il y a des gens, ils vont sur une application de rencontre, ils sont juste pas prêts. Ils sont juste pas prêts à faire des rencontres et à tomber amoureux, d'accord? Pourquoi ils y vont alors? Pour se rassurer souvent, pour sur tester. Leur ego, séduire, exactement. Okay. Il y a un marché que moi j'observe depuis un petit moment et qui m'attire beaucoup, c'est le marché du coaching, du love coaching, et qui est un marché qui peut paraître désuet mais qui est en pleine expansion, qui est en train de se moderniser. Aux États-Unis, c'est devenu, c'est assez incroyable. Ouais, j'en parlais avec Arthur Reboeuf qui a fait Six et Nuit sans folie. Il me disait que s'il y avait un marché dans lequel aller, c'était ça. Ouais. J'ai du mal à le voir, mais ok. Bah écoute, moi c'est un marché qui m'attire beaucoup, mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Ouais. Donc moi, d'abord mon objectif c'est de créer un produit vraiment où les gens ils rentrent, clac, et ils ont des rencontres et tac. Ils se mettent en couple si on y arrive. Mais il y a un vrai truc, c'est qu'il y a plein de gens, donc comme je te le disais, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour de multiples raisons. Ils viennent de se faire larguer, ils sont encore amoureux de leur ex. Ils connaissent pas les rouages d'internet. Ils savent pas que mettre 3 selfies de soi dans la salle de bain ça marche pas. Mais c'est en effet, moi aussi j'ai envie de rigoler, mais il faut bien se rendre compte que il y a des gens qui comprennent pas ça et je le comprends entièrement qu'ils le comprennent pas, tu vois. Et puis il y a juste des gens qui ont besoin d'aide aussi, hein, qui bossent beaucoup, qui n'ont pas le temps, etc. Et c'est un vrai marché. Et moi, je rêve de créer un peu une espèce de partie qui arrive un peu avant Abricot et qui en fait aiderait les gens à remettre un peu, à les guider, quoi. Enfin, du love coaching, quoi. Ça, c'est le premier sujet. Donc, et c'est un marché énorme. Il y a plein de trucs à faire. Et je parle avec beaucoup de love coach d'ailleurs en ce moment qui sont hyper sympas et ça marche très bien pour eux. Ok. Deuxième sujet, c'est il faut comprendre que un célibataire classique parisien, il claque, il dépense 1 000 € en moyenne par an dans sa vie de célibataire. C'est-à-dire les soirées, les bars. Les soirées, les Uber, les verres, voilà, tous ces trucs, quoi. Et Tinder, où la dépense dans des sites de rencontre représente à peine 5% de cette dépense-là. Ce que je veux dire par là, c'est que la véritable dépense, elle se fait dans la vie réelle. Le gin tonic que tu vas prendre avec ton date, le Uber pour rentrer chez toi, le cadeau que tu vas offrir à la nana, les 3% des dépenses, c'est les préservatifs, tous ces trucs qui tournent autour là. Et moi, en fait, comme nous, chez Abricot, on a la capacité de savoir où les dates se passent et quand, moi, je veux permettre 2 choses, c'est-à-dire aux gens, par exemple, t'es sur Abricot, tu as un date avec une personne, elle te plaît de ouf, t'as envie de faire une activité sympa, directement sur Abricot, tu pourrais réserver une activité, ok? Moi, j'arrive, je prends ma part. Et le deuxième sujet, c'est par exemple, après le date, t'as envie d'offrir un cadeau à la personne, tu peux le faire depuis Abricot. Donc, moi, je veux aller capter, en fait, toute cette dépense qui se passe à une seule condition, c'est quand les gens sont heureux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que je construis aujourd'hui un produit qui essaye de créer du bonheur et après aller chercher de l'argent sur ce bonheur. J'aurais aucune honte à aller chercher de l'argent sur le bonheur des gens. Après, c'est juste de la consommation, genre un verre ou bien des sûr, cadeaux. Donc c'est bien pas, sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que mes concurrents aujourd'hui font de l'argent sur la frustration des gens. Ok. Ouais. Pas sur le bonheur, tu vois. Une fois que le bonheur accompli, ils dépensent. Donc du coup, là j'aurais aucun remords à aller prendre de l'argent à des gens, tu vois. Ok. Aller prendre de l'argent sur la frustration, là j'aurais vraiment des remords parce que j'ai des valeurs. Donc voilà, ça c'est un peu mes 2 grands sujets. Tu as expliqué ces visions-là. J'ai expliqué ces visions-là et ensuite, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à convaincre parce que j'ai 27 ans, j'ai rien fait avant, j'ai aucun track record, j'ai rien.
Donc, grosso modo, il y a beaucoup de mecs qui m'ont pas compris, de nanas. Majoritairement, dans le milieu de l'investissement, c'est des hommes. Et ben, ces gens-là, je disais, écoutez, fuck, hein, ciao, tant pis. Mais faut être radical, quoi. Et en fait, là où j'ai levé une grosse partie de l'argent, c'est toujours pareil. C'est auprès des gens qui m'aiment. Et les gens qui m'aiment, c'est pas les proches. C'est les gens qui sont inscrits sur Abricot. Ah, mais oui, logique. C'est le premier. C'est les premiers supporters, quoi. Faut jamais l'oublier, ça. Faut jamais l'oublier. Et j'ai envoyé un mail un jour. On galérait de ouf, quoi. J'ai envoyé un mail un samedi, je me rappelle. J'ai passé la journée à l'écrire. Chaque mot était pesé. À ma base. À toute ma base. À l'époque, il y avait 20 000, 30 000 personnes. Et je l'ai un peu envoyé en mode bon, on verra, quoi. Où je propose aux gens d'investir, en fait. Ok. En contrepartie d'action. Ah ouais, clairement, carrément. Ok, voilà. D'accord. Et un truc de ouf qui est arrivé, c'est que je me rappelle, j'ai envoyé le mail, c'était un dimanche matin, je suis allé faire du sport avec un pote en me disant bon on verra 1h30 après mon téléphone si j'ai des mails. Je chope mon téléphone et là je vois 150 mails. Trop bien, ok. Je veux investir. Et parce qu'ils veulent que ça continue, parce qu'ils y croient à fond, c'est tout. Ils y croient. Ils ont déjà été heureux avec ça, au pire c'est pour le recommander à quelqu'un d'autre. Et ça c'est le conseil que je pourrais donner à n'importe qui est un peu en B2C, dans un milieu un peu particulier, qui est pas apprécié des investisseurs comme le mien et comme le tien. C'est de pas suivre les chemins classiques et habituels de la levée d'argent, c'est-à-dire les VC et les BA, mais c'est aller là où il y a de l'amour, quoi. Mais vraiment, c'est bête, hein. Enfin, dit comme ça, on dirait un hippie qui fume des pètes. Je suis pas du tout un hippie. Justement, on va partir sur ces questions-là après. Mais et je parle pas des proches, je parle pas de ton père, ça, non. Je te parle de vraiment ces gens, qui croient en ton produit, et c'est ceux qui sont inscrits, quoi. Et on a levé 700 000 euros comme ça. Ah oui, d'accord. Mais alors, j'ai pas 10 000 personnes à mon board, hein. J'ai pas de board d'ailleurs, mais j'ai pas 10 000 actionnaires. J'ai des gens qui ont mis des grosses sommes. J'ai quand même réussi à convaincre des BA et qui vraiment croyaient au truc. Mais le point commun entre tous ces gens, c'est d'y croire, quoi. Et oui, non, j'ai pas levé sur un tableau Excel, quoi. Les BA, c'est Business Angel, parce que je suis pas sûr que tout le monde. Okay. J'ai pas levé sur un BP, quoi, enfin sur un tableau Excel, quoi. Bien sûr. C'est sûr. Bah oui, ce qui compte, c'était. Et je suis pas fait pour ça. Ouais. Et justement, parce que j'ai plein de questions, mais là, on a abordé plein de trucs et je vais pas te retenir trop longtemps, mais tu parlais du coup du milieu de l'amour qui est particulier et qui est pas évident, et le milieu de la sexualité pour moi. Mais c'est quoi la différence, s'il y en a une, ou comment tu distingues le domaine de l'amour, le domaine dans lequel tu entreprends, qui est l'amour finalement, ou le bonheur des gens, je sais pas, et la sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où justement ils se rejoignent, même si évidemment t'es pas une application... Bien entendu. Non mais voilà, c'était pas une application qui vend que du cul, mais tu vends de l'amour, mais dans l'amour il y a souvent la sexualité. Est-ce que vous abordez... Il y a tout le temps la sexualité. Non, pour certaines personnes, il peut y avoir des personnes asexuées, etc. Faut pas oublier. Bon, bref, mais si ou alors c'est pas la première question que certaines personnes se posent en date. Il y en a où c'est indispensable, le premier soir, moi je veux savoir, et d'autres où ça prend 3-4 dates, voire très longtemps. À quel moment, tu vois, la question de la sexualité vient, si elle vient au sein d'Abricot, tu vois? Bon, le premier sujet, c'est que on est en France, on est un pays latin, d'origine, de culture chrétienne, judéo-chrétienne même, dans laquelle le sexe est tabou. Ok ? Donc c'est comme ça. Le sexe, c'est tabou. Ça est de moins en moins, mais c'est tabou. Moi, je suis le premier défenseur, et ma boîte s'appelle Abricot. Moi, je suis vraiment une personne qui a pas de tabou. Tous mes amis qui écouteront ce podcast, ils seront d'accord avec moi. J'ai aucun tabou. J'ai vu la manière dont tu as expliqué ton parcours ou d'où viennent les idées, je le vois bien. Mais j'ai aucun tabou, mais vraiment. Mais j'accepte que les autres en aient, tu vois. Alors, c'est délicat, en effet, de parler de... Enfin, l'amour et le sexe, c'est un peu... je sais pas, par moment, j'ai envie de te dire que le sexe est une partie de l'amour, une sous-partie, et par moment, j'ai envie de te dire que l'amour est sous-partie du sexe. C'est hyper complexe, parce que déjà, entre l'homme et la femme, les visions sont différentes. En gros, est-ce que il faut absolument de l'amour pour du sexe, ou je peux te parler qu'avec ma vision, moi. Le problème, c'est qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète Terre, 7 milliards de points de vue, et en tout cas, je peux te donner le mien. C'est que
le sexe est une partie intégrante et ultra importante de l'amour, tu vois. Et le sexe, c'est un peu la représentation théâtrale de l'amour. C'est un peu le moment où on voit si deux êtres qui s'aiment de sentiments s'aiment aussi dans leur danse, tu vois. Enfin, c'est une danse pour moi, c'est une représentation de l'amour. Alors, par moment, on peut avoir des relations sexuelles juste pour le sexe. Mais globalement, et même moi qui ai été un comme on le dit dans le jargon absolument horrible, je vais peut-être même pas le dire parce que c'est peut-être trop horrible, mais en tout cas, j'ai été une personne qui a connu plusieurs relations sexuelles, beaucoup. Quand il n'y a pas le sentiment, c'est quand même bien plus fade, quoi. Franchement. Et moi, je trouve que là où le sexe est incroyable, c'est quand il y a de l'amour, tu vois. Et donc, c'est aussi un peu ce que veut représenter le nom abricot, tu vois. C'est hyper connoté sexuel, ce qui pose des problèmes à beaucoup de gens d'ailleurs. On m'a dit 100 fois de changer de nom. On m'a dit 100 fois. Et les gens ils disaient, mais attends, t'as un site sérieux, pourquoi t'as un nom sexuel? Moi j'ai envie de leur dire, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui choque, quoi? Je veux dire, tu baises avec ta femme, ta femme elle baise avec toi, bon, t'es amoureux d'elle, bon ben voilà, enfin le sexe c'est une partie du truc, quoi. Le sexe c'était vu comme pas sérieux. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui le marché, et d'ailleurs même moi, tu vois, j'en étais venu à presque refuser ta demande parce que je me dis, mais les gens ils vont mal. En fait, il faut pas que je me laisse influencer comme ça, tu vois. C'est le sexe et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, hein. C'est le sexe et l'amour. C'est l'union des deux, quoi. Donc après, il faut juste arriver à faire comprendre ça aux gens. Mais en effet, le problème, c'est que Tinder a vachement galvaudé le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, et surtout les femmes, Tinder, c'est l'endroit où tous les mecs, ils s'inscrivent pour niquer. Mais c'est pas vrai, putain. C'est pas vrai, c'est ce qu'ils disent parce qu'ils ont... C'est une image, c'est l'ego, parce qu'ils ont compris que justement l'image du connard marchait mieux, du coup ils jouent là-dessus, c'est ça que tu veux dire ou... Mais c'est bon, déjà Tinder entretient la relation légère, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la faute vraiment des mecs, c'est vraiment Tinder entretient ce désir, enfin c'est cette espèce d'état dans lequel on est tout le temps, on veut plus, tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. On a la FOMO, quoi, qu'on est sur Tinder, on se dit qu'on peut toujours avoir mieux, ce qui fait que les mecs peuvent céder à ça plus facilement. Mais je connais, enfin, franchement, 98% de la planète, consciemment ou inconsciemment, elle a envie d'être amoureux ou amoureuse. Enfin, elle a envie de connaître l'amour. C'est pas pour rien si 98% des chanteurs, des artistes parlent d'amour. Jim Morrison, il parle quasiment que d'amour dans ses chansons. Bien sûr. Non, mais voilà, donc je suis un peu virulent à ce niveau-là, mais c'est un sujet complexe. Ouais. J'ai 2 grosses dernières questions. Mais du coup, là, on va commencer par c'est quoi l'amour? Question travail. Mais concrètement, comment ils reconnaissent? C'est très bateau, mais on ne ça pose pas souvent. Et je trouvais qu'elle venait bien à ce moment-là, avec toi, dans cette interview. Comment, voilà, 2 personnes qui se rencontrent grâce à Abricot se disent je suis amoureux ou je vais sûrement tomber amoureux. Mais il y a une seule réponse à ça, c'est l'alchimie réelle. C'est-à-dire que la seule manière de savoir si tu vas être amoureux d'une personne, c'est de la voir en vrai. Ah oui, non, bien sûr. Mais après, mais c'est hyper important. Mais c'est hyper important. Ah, oui. Sur Tinder, 95% des gens que tu vois, tu les vois pas en vrai. Oui, non, mais moi je parlais du principe à partir du moment où tu avais rencontré la personne, ce que vous faites. C'est l'alchimie, c'est je sais pas la recette, mais c'est une odeur, c'est hyper important l'odeur, paraît-il, dans l'amour. C'est un geste, c'est un regard, c'est une foule de facteurs qui fait que c'est aussi un moment, c'est un lieu, c'est une liste qui doit être longue comme pas possible. Il faudrait écouter Jacques Brel pour... Mais Jacques Brel en parle très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça doit se passer dans le réel, tu vois. Bien sûr. Faut pas oublier, non, mais ça, j'en remets pas du tout en question. 57% des utilisateurs de Tinder n'ont jamais fait de rencontre grâce à Tinder. Il y a un moment où faut se poser une question, là. Tinder, qui a des milliards et des moyens monstrueux, arrive pas à faire dater la moitié de ses utilisateurs. Il y a un problème. Ils ont pas envie, c'est juste ça. Donc c'est le meilleur moyen de tomber amoureux, c'est juste comment savoir. Non, mais je te posais surtout comment savoir, mais je pense que ça se sait direct, mais ça s'explique pas, tu vois. Ok. T'es déjà tombée amoureuse? Oui. Comment c'était? C'était derrière un téléphone ou en vrai? Non, c'est en vrai. Par contre, moi, je suis l'inverse. J'ai peur des... Ça, c'est un autre problème. Ça, donc, je suis toujours plutôt en face en vrai, tu vois. C'est un autre problème. Et ça, d'ailleurs, la partie love coaching que je veux lancer, c'est justement aussi pour dire aux gens, relax, t'inquiète. Les apps de rencontre, elles sont pas toutes méchantes. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais t'es déjà tombée amoureuse, pas via une app de rencontre, peu importe. T'es déjà tombée amoureuse. C'était en vrai, face à face. Oui. Tu l'as su assez rapidement. Oui. Bon.
Voilà. Ouais, mais après, par exemple, sur une longue relation, est-ce que quand ça se délite, quand il y a des problèmes, c'est est-ce différent. que tu vois, tu te poses pas. Et ça, c'est le troisième point de ma vision. C'est le troisième point peut-être de ta vision, c'est le. Accompagner les gens je pour sais pas, 3, 5, 6 ans, 10 ans, peut-être selon les tomber relations. amoureux, c'est compliqué. Rester en couple, c'est encore plus compliqué. Non, rester amoureux, je dirais. Rester amoureux, c'est encore plus compliqué. Ça s'entretient, ça. Autant tomber amoureux, c'est ça qui est beau, c'est ça que les gens aiment, c'est que c'est un don du ciel. C'est un truc, ça se tombe dessus. Rester amoureux, ça s'entretient. C'est un travail à deux, je pense. Je dis ça, j'ai 27 ans, le mec il donne des grandes leçons et tout. Mais je pense. J'ai un super exemple, c'est mes parents, moi. Mes parents, toujours ensemble aujourd'hui. Et je sais très bien, maman, si tu m'écoutes, désolé, mais je sais très bien qu'il y a eu une époque où c'était compliqué, tu vois, pour les deux. Mais ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont retombés amoureux, tu vois. Et ou en tout cas, ils ont fait perdurer le truc. Ça, c'est un travail à deux, tu vois. Et moi, c'est le troisième point de ma vision avec Abricot. C'est que aussi, un de mes rêves, c'est de créer une espèce de sous-marque qui accompagnerait les gens qui sont rencontrés sur Abricot, qui sont en couple, en leur donnant par moment des petites activités à faire, des trucs genre... Ça, c'est du vrai service après-vente, quoi. Mais c'est ça, exactement. Genre, t'es en couple depuis quoi? Depuis 1 an avec la personne? Ben vas-y, on t'organise un truc. T'as rien à faire, on vous connaît tous les deux, tu payes, et on t'organise un truc de fou. Et c'est ça le problème aussi, c'est que souvent, on peut tomber dans la routine. Et je pense que Abricot peut arriver à ce moment-là pour les gens qu'on a mis en couple, ou pas que d'ailleurs, mais casser la routine, tu vois. Un service qui propose une expérience de ouf, t'as rien à faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les urbains, ceux à qui on s'adresse, en général, travaillent beaucoup. Et ça peut se déliter au bout d'un moment, tu vois. Même moi, je le vois avec ma copine, là, ça fait 1 an et demi. Mais on peut, par moment, entrer dans une routine, tu vois, et c'est un effort d'en sortir. Je me dis qu'Abricot peut arriver pour aider ces gens-là. Ok. Merci beaucoup. Dernière question que j'aurais dû poser peut-être avant, mais j'ai vu dans un des articles que c'était même le titre, je crois, que c'était Abricot, enfin une application de rencontre féministe ou pour les femmes. Comment tu l'as reçu, ce titre? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes complètement? Est-ce que tu peux te revendiquer comme ça? Non. Ou pas? La réponse est claire, c'est non. Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on a été brandé comme ça, c'était avant le mouvement MeToo. Et donc, application de rencontre féministe, et moi j'ai toujours été mal à l'aise avec ça. Ok. Avec le mot féminisme? J'ai toujours été mal à l'aise avec le fait qu'on dise qu'Abricot était féministe. Ok. Pour moi, c'est comme dire. Je trouve pas la métaphore, mais c'est un pléonasme. Oui, t'as pas besoin de le dire? Ça me semble logique en fait. Ouais. Ok. Et pour moi, le féminisme, ça veut dire traiter les hommes et les femmes de manière égale. Oui. Et je vois pas pourquoi on devrait dire Abricot est féministe. Ça veut dire que les autres le sont pas. Mais c'est peut-être mais je sûrement le préférerais cas. qu'on dise pourquoi les autres le sont pas plutôt qu'Abricot est féministe, tu vois. Okay. Donc non, moi j'ai pas envie de dire Abricot est féministe. T'as pas besoin de le dire aux réformes, ça te dérange peut-être pas qu'on te le dise, enfin qu'on le dise. Non, après j'ai juste pas envie qu'on dise qu'Abricot est féministe parce que je pense que déjà de manière un peu plus globale, c'est un mot qui est mal connoté malheureusement, même si je suis pas de cet avis. Mais je pense que beaucoup de gens féministes, ils vont penser à des trucs qui ont rien à voir avec l'égalité homme-femme. Et encore une fois, parce que je pense que c'est pas notre raison d'être, quoi. Nous, on essaye juste de mettre des gens en couple, tu vois, et de fait, c'est féministe, et de fait, c'est humaniste. Enfin, de fait, c'est pour le bien-être des gens, tu vois. Donc, j'ai pas envie de me cataloguer dans un truc Abricot et féministe et tout. Je le laisse à Bumble, ça. Ok, pourquoi ce serait une utilisation marketing du mot? Totalement, peut-être. pour moi c'est totalement du woman washing, donc j'ai pas, moi je me sens pas, en fait du woman washing. Ok. Ouais. Ok, ouais, je l'avais pas entendu comme ça, mais ok. Ouais, comme greenwashing, tu sais. Ouais, bien sûr. Pour moi c'est okay. totalement du woman washing. Et oui, mais je me pose exactement la question. Moi, enfin, j'ai mis longtemps avant d'accepter le mot féminisme et revendiquer l'être, etc. Mais tu vois, je me pose la question après entre l'entrepreneur qui parle et la personne avec des idées, ses idées à elle féministes, et comment tu choisis, et surtout que c'est pas toi qui, enfin, est-ce que t'as vraiment besoin de le dire, comme tu disais? Et à un moment, on a clairement hésité, nous, hein, avec le fait de prendre l'opportunité de se dire, allez, mais en fait, ça nous ressemble pas, et nous, on a beaucoup de mal, et moi le premier, à faire des trucs qui nous ressemblent pas. Chaque fois qu'on le fait mal. Donc, non, ouais, pour moi, c'est pas un truc qui a besoin de se dire. C'est soit on l'est pas, mais il faut pas le crier haut et fort, quoi.
D'accord, ok. Voilà. Bon, ce qui compte, c'est que de toute façon, certains l'ont vu comme ça. 55% de femmes, quoi ils qu'il l'ont arrive. vu, voilà, c'est les résultats qui parlent plus que le wording ou je sais pas quoi. Ok. Exactement. D'accord. Bon, on aurait dû finir sur l'amour, c'était plus joyeux. Non, c'est très plus. Ouais, c'est un peu. Éloquent. C'est un sujet un peu plus tabou, ça, encore une fois. Ah oui, le féminisme aussi. Ouais. Et la sexualité aussi, mais dans tous les cas, on a réuni. Les trois. Les trois. Ouais. Ok. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon. J'ai eu Manon. pas mal de réponses et voilà, ça va intéresser du monde, j'espère. Merci. Avec plaisir. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi Antoine Géraud, pour le temps que tu as pris pour me répondre et surtout pour l'honnêteté de tes réponses sans détour. Comme d'habitude, toutes les références mentionnées dans l'épisode, et il y en a beaucoup cette fois, sont en description. Merci également à Barthélemy Fent pour m'avoir mis sur la piste d'Abricot. Merci à vous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les épisodes de Talk Podcast, même si je ne suis pas forcément aussi régulière que je le voudrais dans les publications. Si vous avez apprécié autant que moi cet épisode, ou les autres, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également. Le compte du podcast a été fusionné avec le compte de notre concept store avec Camille. Vous trouverez donc maintenant tout sur @talk-8univers. Merci encore et à très vite.